Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde, ici Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale et l'animatrice du balado Milligrammes par kilo. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet un peu différent. Donc, on va parler de l'éducation médicale en centre tertiaire. Donc, un centre tertiaire, c'est vraiment un centre qui offre des soins plus spécialisés, un peu justement de troisième ligne. Il y a des soins plus complexes. C'est un peu différent justement des centres de soins primaires, là, plus de première ligne. On en parle aujourd'hui sous un angle un peu plus de pédagogie en sciences de la santé, puis un peu vous amener avec nous là, de comment ça fonctionne, par exemple, sur notre étage de pédiatrie générale, la médecine générale, sur comment on est organisé dans l'équipe, puis on va parler un peu là, de bonnes pratiques là, pour l'enseignement et l'apprentissage. Pour en parler, j'ai 3 merveilleuses personnes avec moi, donc je vais vous laisser vous présenter. Veux-tu commencer? Oui, je m'appelle Marie-Frédérique, je suis résidente à Sainte-Justine en pédiatrie. Moi, c'est Liana, je suis aussi résidente en pédiatrie à Sainte-Justine. Puis moi, c'est Louis-Philippe Thibault, je suis pédiatre à Sainte-Justine, puis aussi chercheur en éducation médicale. Super, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je trouve que ça va vraiment être intéressant là, d'être les 4 ensemble pour un peu introduire aux gens à la pédagogie aux sciences de la santé, parce que c'est peut-être pas tout le monde là, qui a des notions sur ça. Je sais pas, Louis-Philippe, veux-tu un peu nous vulgariser c'est quoi la pédagogie en sciences de la santé? Puis je sais que c'est sûr qu'il va y avoir un peu plus ton angle médecine. Je vais essayer de faire un peu l'angle pharmacie de mon côté, là, essayer de rebondir sur ce que tu dis à ce moment-là. Oui, bien merci Émilie, puis en premier aussi, merci infiniment de nous inviter sur ton podcast pour pouvoir parler de ce sujet-là là, qui nous passionne. En premier, si on définit rapidement, comme tu l'as mentionné, éducation médicale ou la pédagogie dans les sciences de la santé, si on veut être plus inclusif et plus général, c'est en fait la discipline qui est assez jeune, on va en parler dans quelques minutes, mais qui conçoit, qui opérationnalise, puis aussi qui évalue les différentes approches d'enseignement auprès des professionnels de la santé pour leur permettre de devenir, de devenir plus compétents, puis de développer ces compétences-là, puis d'améliorer les pratiques, puis la qualité des soins auprès des patients. Donc, il y a plusieurs définitions, mais ça, c'est une définition très générale de la chose. OK, super. Puis est-ce que l'éducation médicale, c'est pas juste dans les centres tertiaires, hein? C'est un peu partout, j'imagine? Oui, c'est une très bonne question. Fait qu'au fond, que ce soit au chevet des patients, peu importe où sur le territoire, ou encore une fois, comme tu mentionnes, dans les facultés de médecine, ou même au chevet des patients dans des grands centres hospitaliers tertiaires ou quaternaires, on peut retrouver de l'éducation médicale ou de la pédagogie partout dans ces milieux-là. OK. Tant qu'il y a de l'enseignement, que ce soit de l'enseignement aux patients, de l'enseignement au chevet, ou même un accompagnement entre des médecins ou des professionnels de la santé, comme les pharmaciens, et des apprenants, que ce soit des étudiants, des externes, des résidents en médecine. Dès qu'il y a ce genre de relation-là, on peut parler d'éducation médicale. OK, c'est bon. Puis ça date de quand un peu tous ces concepts-là d'éducation médicale? Oui, bien là, je vous ai parlé un peu de la définition, mais il faut, puis ça, là aussi, ça me fait évidemment triper là, ce sujet-là. L'histoire, en fait, c'est qu'on remonte là, au début du 20e siècle. Avant ça, en Europe, l'éducation médicale, la pédagogie et des sciences de la santé, c'était un petit peu mieux organisé dans les différents hôpitaux et les universités, puis la formation en médecine notamment. Mais en Amérique du Nord, c'était moins organisé. Puis il a fallu attendre vers 1900-1910, où, entre autres, le rapport Flexner, qui avait été écrit par Abraham Flexner, est venu mettre les bases d'une pédagogie médicale, puis d'une éducation médicale qui était beaucoup plus formalisée, beaucoup plus encadrée. Il faut noter quand même, je pense qu'il faut être sensible à ça, que dans le rapport Flexner, il y avait des éléments qui étaient peut-être un peu moins orientés, évidemment, comme sur la diversité, l'équité, l'inclusion. Donc, ces sensibilités-là au niveau de l'autre étaient moins présentes. Fait que je pense qu'il faut vraiment le nommer. Mais cela étant dit, à part ces petites zones-là du rapport Flexner, le reste du rapport Flexner de 1910 est vraiment venu mettre des bases très intéressantes sur la professionnalisation de l'éducation médicale, de venir intégrer les centres hospitaliers en devenant des centres hospitaliers universitaires. Donc, avant ça, on ne connaissait pas ça. Avant, c'était vraiment juste dans les facultés de médecine ou tout exact. À l'école, en fond. Exactement, Okay. Tout à l'école, les bancs d'école. Puis les hôpitaux, ben, parfois, il y avait de l'exposition des étudiants dans les hôpitaux, mais il n'y avait pas d'hôpital universitaire comme nos CHU, comme le CHU Sainte-Justine. Puis, après ça, est venu aussi des éléments comme les agréments, des institutions l'on connaît beaucoup ça, l'agrément,
des établissements ou des programmes. Puis donc, avant, c'était très maître-apprenti, hein, donc un médecin ou une médecin qui accompagnait un apprenant ou une apprenante. Puis là, c'est devenu vraiment se formaliser avec des programmes d'études bien organisés, avec de la diplomation, de l'évaluation et des critères précis. Puis donc, c'est venu évoluer pour vraiment devenir plus structuré, puis pour permettre de produire des apprenants, des apprenantes plus compétents. OK. Puis j'imagine que, bon, c'est quand même de plus en plus complexe, toute cette structure-là d'apprentissage, mais ça permet aussi de former beaucoup plus de gens en même temps. Peut-être que dans les années début, justement 1900, c'était 1 à 1, mais là maintenant, faut former des médecins, donc on ne peut pas y aller 1 à 1 parce qu'on n'y arriverait pas du tout, là. Exact. Ben, Ouais. c'est intéressant ce que tu dis, Émilie. En effet, l'augmentation des cohortes. Là, on est Ouais. rendu, notamment à l'Université de Montréal, à presque 400 étudiants par cohorte. C'est partout pareil aussi au Québec. Là, il y a une augmentation quand même des Mhm. capacités au niveau des cohortes d'étudiants en médecine et des autres programmes des sciences de la santé aussi. Puis tu as raison de parler de complexité, c'est-à-dire qu'avec ça, ben, vient toute une complexité au niveau pédagogique de dire est-ce qu'on a les bonnes approches pour pouvoir enseigner. Il faut aussi créer une capacité dans les milieux, là. Donc là, les hôpitaux sont tous mis à contribution, nos hôpitaux, pour pouvoir accueillir les étudiants, les apprenants de tous les programmes. Il y a aussi une question de savoir à qui s'adresser lorsque ça se complexifie. Mm. Je m'explique. Lorsqu'on fait de l'enseignement en classe, comme ça se faisait il y a plusieurs décennies, bien, en fond, c'est l'enseignement magistral qui se fait de certaines façons, on le sait, quand on enseigne à des étudiants au niveau magistral. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y en est lorsqu'on enseigne au chevet? Puis qu'est-ce qu'il y en a aussi lorsqu'on enseigne à des adultes, en fait, hein? Donc, les externes, les résidents, si je prends l'exemple de la Mhm. médecine, qui sont des adultes. Donc, on est vraiment passé aussi d'un modèle où est-ce qu'on était plus en pédagogie OK. vers un modèle qui se veut plus andragogique. Donc, l'andragogie qui est le mot qui signifie plus l'enseignement aux adultes, avec d'autres types d'approches. Donc, par exemple, de venir avec nos apprenants, puis là, je regarde Marie-Frédérique et Liana, ben, en fait, de dire est-ce qu'on peut établir ensemble, avant notre semaine de garde ensemble, nos objectifs d'apprentissage OK. en duo. Où est-ce que tu veux aller vers la fin de la semaine? Quel genre de responsabilité tu veux que je te laisse? Quel genre d'autonomie tu veux que je te laisse? Donc, pouvoir établir comme ça une relation de confiance entre la personne qui enseigne et la personne qui reçoit l'enseignement. Et aussi pouvoir cibler comme ça des objectifs d'apprentissage ensemble. Donc, bref, de co-construire ton apprentissage. On est beaucoup dans l'andragogie. OK. Ça, c'est venu le plus récemment avec la Puis est-ce pédagogie que dans médicale. l'andragogie, il peut quand même avoir des cours magistraux? Absolument. Oui, Ouais, ça, OK. c'est une bonne question. Fait qu'en effet, on dit andragogie, mais tu as raison qu'on récupère quand même des concepts dits de la pédagogie. OK. Donc, de l'enseignement vraiment plus à la base, l'enseignement de concepts plus microscopiques pour ensuite de ça aller plus vers le macroscopique, c'est-à-dire, exemple, d'enseigner une notion très physiopathologique au sujet d'une maladie Mhm. X, mais après ça, de montrer comment elle s'applique au chevet. OK. Donc, vraiment de partir du plus petit vers le plus général. Ça aussi, ça fait partie. Donc, des Mhm. éléments plus pédagogiques font aussi partie de l'enseignement au quotidien. Puis, juste avant de passer un peu là, sur les modes de fonctionnement là, aux étages, c'est quoi un peu les différents programmes? Tu sais, je sais que il y a la maîtrise, il y a le doctorat, il y a de la recherche. Je sais pas, Philippe, si tu peux un peu nous aiguiller sur les différents apprenants qui peuvent passer là, à l'hôpital. Oui, puis je prends, Émilie, ce que tu dis au bon. En effet, quand ce champ-là de la pédagogie des Ouais. sciences de la santé, c'est comme raffiné, hein, puis c'est Mhm. devenu plus une expertise, ben, dans sa complexité, effectivement, tu l'as bien nommé, mais on a développé des maîtrises en éducation médicale. On a développé des PhD en éducation médicale également, donc qui permet de développer notre expertise et d'enseignants Mhm. dans les disciplines de la santé, mais aussi en recherche. Fait que il y a tout un champ de la recherche qui s'est développé. Puis d'ailleurs, pour reprendre l'exemple, à l'Université de Montréal, il y a des structures aussi qui se sont créées à travers les années, comme le CEPAS, hein, le Centre de Mhm. pédagogie appliquée en sciences de la santé, qui permet de faire de l'enseignement puis de l'éducation continue. J'en parlais dans 30 secondes. Puis aussi le CRPS, donc le Centre de recherche en pédagogie de la santé, qui est notre centre de recherche dédié à l'éducation médicale OK. ici. Puis, par ailleurs, les autres universités aussi, par contre, au Québec, ont des structures de ce genre-là qui ont pu développer au fil des années. Puis, par rapport à ta question initiale, de par ces programmes-là, ben, ça permet de venir intégrer les étudiants, un peu comme n'importe quel programme de cycle supérieur, puis de vraiment venir développer cette expertise-là, puis de venir après ça opérationnaliser, c'est-à-dire appliquer ce qu'on découvre en fait par la recherche puis par l'innovation Mhm. en pédagogie sur le terrain avec les apprenants. OK. Est-ce que je peux me permettre de te demander c'est sur quoi ta recherche? Et Oui, que tu es certain. intéressé envers Exact. ça? Ben oui, c'est gentil de demander. Fait qu'au fond, moi, depuis les dernières années, je m'intéresse Ouais. surtout aux enjeux de sécurité psychologique OK. dans l'environnement clinique d'apprentissage.
Intéressant. Exact. OK, je vais t'en faire reparler un peu plus loin alors. Parfait, avec plaisir. Marie-Frédérique, je ne sais pas si tu voudrais nous parler du mode de fonctionnement d'une unité d'hospitalisation. Ouais. On va prendre l'exemple justement de mon étage, la pédiatrie générale. Je sais que, tu sais, je pense que c'est différent là, selon l'unité où on se trouve, c'est néonatologie, soins intensifs Mhm. pédiatriques, etc. Mais j'aimerais ça un peu que tu nous amènes avec toi de c'est quoi une journée, puis un peu c'est qui les membres de l'équipe, comment ça fonctionne Ben oui, pas de pour problème. l'enseignant. Ouais. Fait que le fonctionnement, là, un peu en gros pour les gens qui connaissent moins ça, donc on arrive le matin, puis habituellement l'équipe est composée d'externes, de résidents, souvent au moins un junior, un senior, puis on a aussi le patron en tant que tel, avec le médecin avec qui on est pour la semaine ou le mois. Donc, comment ça fonctionne le matin? Lorsqu'on arrive, on reçoit un transfert, puis on se réunit avec les externes et on divise les patients. Donc, on donne les patients à chaque externe, on va pouvoir voir avant ce qu'on va appeler la tournée médicale, qu'on va faire juste un peu, toujours parler un petit peu plus tard. Puis le résident junior, lui, va absolument faire plus les nouvelles admissions, donc les nouveaux patients. Puis c'est sûr que les patients qu'on donne aux externes, c'est les patients de leur niveau aussi. Donc, si c'est des patients qui ne sont pas des admissions, mais qui sont des patients qu'on juge un peu trop complexes, par exemple, ben, ça va être le résident junior ou le senior qui va les prendre. C'est à partir de quand qu'on dit junior puis senior ou plutôt l'inverse, là? Ouais, ça C'est quand dépend qu'on ouais. passe senior? Ça dépend d'un programme à l'autre. OK. Tout le monde a des critères un peu différents. Nous aussi, c'est une seniorisation qui se fait à la fin de notre R2, fait que notre deuxième année de résidence. OK. Une fois qu'on a complété certains stages, par exemple, nos 2 mois de néonatologie, nos 2 mois de soins intensifs. Puis après, on a un petit testing, si on veut, dans lequel on a des nuits comme en pratique de seniors. Puis après ça, on se dit senior. Fait qu'on se fait tous senioriser à des OK. moments différents, mais à la fin du R2 habituellement. Fait qu'on se fait Ouais. seigneurariser à un certain moment. Ouais. On OK. dit, nous, senioriser. Je sais pas si c'est Seigneuriser? absolument un mot. C'est bon. Je sais pas J'aime si c'est un ça. mot Je non crois plus. pas que c'est un mot, mais c'est un mot. On aime Oui, l'utiliser. c'est ça. Parce que c'est vrai que c'est un verbe, tu sais, on le fait de manière très progressive, OK. fait que je dirais que Ouais, ça exact. décrit bien C'est comme ça l'expérience. que nous, on l'appelle OK, entre nous, mais c'est ça dépend d'un programme à l'autre. Il y a d'autres résidences qui, directement en début de la deuxième année, vont déjà être seniors. Mhm. Nous, c'est plus comme ça, progressivement. OK, parfait. Donc, quand tu arrives, si je comprends bien, tu reçois le transfert de tes collègues qui étaient là de Ouais, de nuit. nuit, exactement. Puis après ça, bon, tu as tes patients. Là, vous divisez les patients à ce moment-là. Ouais, OK. exactement. Fait que le résident junior fait Parfait. plus les admissions, aide les Good. externes. Le senior est un peu là pour voir tous les patients. Fait que OK. lui, il a comme une autre charge de travail, si on veut, qu'il y a d'autres objectifs aussi. Fait que c'est là qu'on parle un peu tantôt des objectifs aussi de chacun qui viennent s'intégrer là-dedans. OK. C'est pas les mêmes pour le junior que le senior pour l'apprentissage. Puis le senior va aussi chapeauter les externes et le résident junior. OK. Fait que là, on voit tous ces patients-là, ça prend un certain temps, c'est Mhm. sûr. On se met une heure à laquelle on se réunit tout le monde ensemble. Puis là, on fait ce qu'on appelle la tournée médicale. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va descendre la liste des patients Mhm. un après l'autre. On va les présenter, les discuter, puis voir tout ce qui a été fait, les imageries, les laboratoires. Puis la personne qui l'a vu présente vraiment le patient OK. devant le reste de l'équipe. Puis ça, cette tournée médicale-là, ça se fait de 2 façons différentes. Soit qu'on la fait vraiment au chevet du patient ou on la fait une tournée là, à la table en tant que telle, tout le monde ensemble dans OK. notre local d'enseignement. Puis, tu sais, nous, les pharmaciens, on participe beaucoup à vos tournées Ouais. médicales. Donc, il y a moi, comme les pharmaciens. Puis, nous aussi, on reçoit là, des stagiaires, donc des étudiants en pharmacie, des résidents en pharmacie qui en font partie aussi. Je voulais juste te demander une petite précision. Tourner au chevet, est-ce que quand on est dans le corridor, ça compte au chevet? Ou il faut Ouais. vraiment que ce soit littéralement au chevet Non, du lit? dans le corridor. C'est Ben, au chevet. des fois, on rentre OK. dans la chambre, c'est sûr, puis on invite le parent aussi à Mhm. participer avec nous s'ils OK. le veulent. Ils veulent pas tout le temps. Mhm. Puis des fois, ils aiment ça parce que, comme on mentionnait un peu plus tôt, c'est sûr qu'on a un jargon médical quand on Mhm. fait la tournée. Donc, il y a des parents qui aiment ça et des parents OK. qui aiment moins ça. Mais des fois, on rentre dans la chambre, des Mhm. fois, c'est vraiment devant la chambre. OK, Fait que c'est devant la bon. chambre, ça compte. Quand on Parfait. est debout, ça compte pour une C'est tournée bon. au chevet. OK. Fait que ça, c'est 2 modalités différentes. Fait que comme on disait, la première, c'est vraiment, on va devant les chambres des patients, on Mhm. invite les parents. Puis l'autre, c'est vraiment, on OK. est à table, on a des écrans, on regarde les labos tout le monde Mhm. ensemble, on regarde les imageries tout le monde ensemble. Fait que c'est un peu, si on veut, de patron dépendant. Mhm. Ça dépend. Il y a des personnes qui préfèrent une certaine façon, certaines d'autres, des résidents aussi. Mais c'est 2 belles manières là, OK. d'apprendre dans lesquelles on a la chance de présenter nos patients, de poser des questions, puis aussi de faire un peu d'éducation spontanée pendant ce temps-là où nous, on se pose des OK. questions, voir si on a bien compris ce qu'on présente, que nous, des fois, on a des interrogations sur des choses qu'on a lues dans le dossier du OK. patient, qu'on a vu, qu'on a examiné aussi. On explique notre Mhm. examen physique. Puis ça permet aussi de faire de la rétroaction, des fois, en retournant voir les patients
pendant, par exemple, la tournée, en réexaminant le patient, puis de faire une autre sorte d'enseignement aussi OK. à ce Il y a moment-là. des avantages et des inconvénients dans les 2, si je comprends bien. Puis on dirait que ça me fait penser aussi, quand on vient vraiment au chevet ou si on rentre dans la chambre, ça peut quand même être imposant pour les parents et le patient de voir une équipe de 8 personnes rentrer. Surtout Certainement. quand moi, Certainement. Mhm. j'ai un résident et un étudiant aussi, on devient, une grosse équipe. Ouais. Mmh. Certainement. Fait qu'il y a absolument des avantages dans le OK. sens que ça nous permet, mettons qu'il y a un patient qui a une trouvaille à l'examen physique qui est Mmh. intéressante, mais on peut aller la voir en direct. On a le patient devant nous, donc on fait des impressions médicales qui sont basées sur le patient devant nous et non l'impression qu'on a en Mmh. écoutant l'histoire. Fait que c'est sûr que des fois, ça peut avoir son avantage, mais quand on est dans la chambre puis on essaie d'évoquer différents diagnostics, des diagnostics Mmh. différentiels qu'on appelle, puis des fois, dans notre diagnostic différentiel, la 8e chose, c'est un cancer, par exemple. Mmh. Mais habituellement, si on n'est pas dans la chambre, on l'évoque, on explique pourquoi ce n'est pas un cancer, on n'est pas inquiet, mais on l'a évoqué quand même, puis on a peut-être parlé des pertinents positifs d'un patient où la présentation serait un petit peu différente. Ce patient-là aurait un cancer, mais c'est pas le cas. Mais d'évoquer des fois des diagnostics comme ça devant la famille, ça peut être très anxiogène. Oui. Donc, c'est pas. Mais ça fait partie du processus de l'apprenant de comme passer à travers ces diagnostics-là puis d'expliquer pourquoi oui, pourquoi non. Euh, donc, il y a des avantages puis des OK, désavantages je aux deux, comprends. je Fait qu'il y a pense. peut-être un peu Mhm. plus de capsules d'enseignement, justement, quand on le fait dans la salle, assis autour de la grande table et de l'ordinateur. Ça dépend un peu. Fait que OK. souvent, pendant les tournées, nous, on discute un peu plus tôt, mais on a plus de l'enseignement un peu plus spontané en tant que OK. tel. Donc, vraiment sur le patient, sur ce qui se passe. C'est sûr qu'en effet, des points vraiment plus sensibles, comme Yana disait, mais on les fera pas nécessairement au chevet, on les fera plus Mmh. assis, mais on va quand même avoir beaucoup d'éducation qui va se faire comme vraiment au OK. chevet. Les capsules vraiment plus structurées d'enseignement sur un sujet précis, mais souvent le matin, par exemple, on va identifier des points que nous, on aimerait plus élaborer. Par exemple, on a un patient qui a une pancréatite, puis on se rend compte que ça fait longtemps qu'on n'a pas un patient qui a une Mmh. pancréatite, puis on aimerait ça se rappeler des critères, se rappeler des traitements. Fait que là, on fait le tour, on gère le patient, puis on se dit cet après-midi, par exemple, on fait une capsule vraiment d'enseignement formel sur ça, tout le monde ensemble. Puis on se trouve entre écrire nos notes, revoir nos patients, faire une nouvelle admission, on se trouve un moment pour vraiment faire ça. Intéressant. Est-ce que tu as des choses à ajouter, toi? Ben, en fait, je trouvais que justement, Liana et Marie-Frédéric avaient très bien résumé, surtout aussi toutes les nuances des deux Mmh. approches, là, que ce soit au chevet ou une tournée, que des fois dans notre jargon, on dit tournée de cartes. Hein. Donc, on Mmh. s'assoit ensemble puis on passe les patients, comme ils l'ont bien dit, on descend la liste. Mais c'est une bonne question que tu poses, Émilie. La littérature n'est pas claire à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont vraiment venir privilégier les tournées au chevet Mmh. pour dire que il y a tout ce lien-là corps-esprit aussi. Donc, on OK. examine le patient, on est au chevet, on est comme dans un environnement clinique qui est dit authentique, contrairement OK. à la tournée de cartes ou même la simulation, où est-ce qu'on ne décrit pas ça comme un environnement clinique authentique. Alors qu'au chevet, c'est vraiment authentique. La deuxième chose, c'est qu'on ne l'a pas nommé tantôt dans la définition de l'éducation médicale, mais il faut se rappeler que dans les dernières décennies, on a impliqué le patient. Donc, tout Mmh. ce qui est le partenariat patient est vraiment venu s'intégrer aux pédagogies des sciences de la santé. Donc, le patient devient, et sa famille, on est en pédiatrie, Mmh. fait qu'il y a aussi les parents, devient vraiment des partenaires aussi dans notre échange, dans notre enseignement, ce qui rend l'enseignement au chevet super intéressant à cause de ça, ou grâce à ça, je devrais dire. Par contre, comme Marie-Frédéric et Liana l'ont super bien évoqué, des fois, il y a d'autres enjeux. Par exemple, l'anxiété de la famille par rapport au diagnostic différentiel, le fait qu'on arrive tout un groupe dans la chambre, puis là, des fois, on vient augmenter un peu le stress. Troisièmement, moi, j'ajoute aussi, là, je mets mon chapeau évidemment Mmh. d'éducateur médical, mais des fois aussi, ça augmente le stress sur l'apprenant ou l'apprenante. Fait Mmh. que là, tu as l'étudiant, l'externe, le résident ou la résidente, ou n'importe quel autre étudiant qui vient présenter le cas. Là, on est devant les parents, on est devant l'enfant, on est devant tout le reste du groupe. Puis Mmh. là, des fois, il peut y avoir des petites erreurs conceptuelles qui sont tout à fait normales dans l'apprentissage. Mais là, whoop, on ne veut pas, comme enseignant, venir nuire à ce beau lien-là entre le patient, la famille, puis l'apprenant qui est venu voir cette famille-là parfois tous les jours, puis qui a créé un beau lien, donc une alliance thérapeutique. Puis on ne veut pas venir fragiliser ça en venant fragiliser, si on veut, les connaissances ou la posture de l'étudiant devant Je la vois. famille. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Donc, au fond, il y a une posture privilégiée, prend soin de la famille, puis on veut pouvoir protéger ce lien-là. Fait que des fois, en venant questionner, questionner les connaissances des apprenants devant la famille, mais on ne veut pas venir fragiliser ce lien-là. Fait que des fois, c'est bon aussi de faire ces genres de discussions-là à l'extérieur de la chambre, Mmh. puis là, demander à l'étudiant, ben, ou à l'étudiante, est-ce que tu es prête à venir rentrer dans la chambre, puis discuter de ce qu'on vient de parler, mais avec le patient, la patiente et avec la famille? Oui, tu es prête, ok, parfait, on rentre. Donc, ça, c'est vraiment, cette mise en contexte-là est importante aussi.
il y a des belles choses aussi à comme aller en groupe, parler devant une famille, ça permet pour des opportunités d'observation directe. On peut privilégier comme un apprentissage des compétences un peu plus transversales de communication, Mhm. d'explication, de diagnostic. Puis des fois, quand on le fait au chevet, puis on fait juste rapporter qu'est-ce qu'on a discuté à la tournée, mais on n'a pas cette opportunité-là d'avoir cette rétroaction-là. Donc, vraiment, il y a plein de belles choses qui viennent avec un mode versus un Ok. autre, là. Je trouve ça super intéressant tout ce qu'on dit, puis ça m'amène un peu vers, j'aimerais ça qu'on parle un peu des concepts de comment les apprenants apprennent. Tu sais, vous êtes encore des apprenantes, mais vous aussi vous devenez des préceptrices à vos résidents juniors et les externes. Est-ce qu'on peut amener quelques concepts là, de comment les apprenants apprennent? J'aime ça dire ça, ça se dit Ben bien. oui, oui. Ben écoute, avec plaisir. Puis au fond, peut-être que Marie-Frédérique et Liana, vous me direz aussi comment vous l'avez vécu, ce Oui. genre d'éléments-là. Euh, Tantôt, je parlais du lien corps-esprit. Bon, mais en Mhm. examinant un enfant, si je reprends l'exemple de la pédiatrie, puis après ça, en demandant à nos apprenantes ou nos apprenants, hey, voudrais-tu faire, s'il te plaît, juste l'examen, l'auscultation des poumons, par exemple, donc un examen très ciblé. Bien là, on vient vraiment de lier le geste, si on veut, à la théorie. OK. Donc après, je pourrais peut-être expliquer mieux qu'est-ce qu'on cherche à savoir avec l'auscultation, avant ou après. Donc je le lie à un geste qui est physique, hein, donc sur le Mhm. patient ou la patiente. Puis ça permet vraiment de mieux enregistrer l'information, ce lien-là corps-esprit. Comme la mémoire des mains À ou quoi quelque que ce part, soit. exactement, il y a Ouais. une espèce de mémoire mécanique, c'est bien OK. dit. Sinon, il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire, ou qu'on peut ne pas faire, je l'explique, c'est tout ce qui est la notion de pinning, de hot seat, ou encore en français, la méthode socratique. Ça, on la connaît beaucoup dans les sciences de la santé, puis notamment en médecine, où on questionne les apprenantes ou les apprenants, que ce soit un externe ou un résident, puis on les questionne jusqu'à temps qu'il y ait tort, hein, ou en tout cas, on les questionne, puis on les met vraiment devant, devant leur connaissance. Donc, par exemple, on va dire, nomme-moi les 5 critères de telle maladie. Puis là, au fond, la personne disait, ben, j'en connais peut-être 3, mais et là, t'es sûr, tu devrais les connaître. Tu sais, donc, des fois, on met un peu de pression sur la connaissance de nos Ah, mais apprenantes, ça, de nos c'est apprenants. super anxiogène comme C'est situation. anxiogène, ben, effectivement, puis ça s'appelle la méthode socratique, fait que c'est bien OK. connu, puis ça a toujours été utilisé en médecine dans les dernières décennies, mais c'est bien démontré Mm. que pour, comme tu dis, savoir comment les apprenants apprennent, ben, c'est pas la meilleure façon. Parce que ça Non. augmente l'anxiété, ça augmente le stress, puis c'est pas la bonne approche pour bien Mhm. apprendre au niveau du cerveau. Donc, au fond, ce qui est bon, c'est un entre-deux. C'est-à-dire, on peut causer une petite zone de stress, hein, qui OK. s'appelle, en fait, la zone de développement proximal, ou dans le jargon, où est-ce qu'on cherche à juste cibler le bon niveau de stress puis le bon niveau de connaissance pour nos apprenants. C'est là que c'est bon à savoir, c'est là que c'est bon de connaître les objectifs d'apprentissage Ah. et de savoir c'est quoi qui est attendu de nos apprenants. Fait que là, en tant qu'enseignant, il faut bien les connaître. Puis un coup qu'on sait ça, ben, on peut cibler juste le bon niveau pour causer un petit peu de stress quand même pour pouvoir mettre le cerveau en mode alerte. Mhm. Mais le but, c'est pas de leur dire, hey, vous devriez savoir ça, mais plus de dire, ben, écoute, si tu ne sais pas, c'est pas grave, on va en parler, mais on vient les mettre un peu en situation de stress qui va permettre de favoriser l'apprentissage, OK. mais sans mettre trop de pression non plus. OK, donc, dans cette zone-là, qui est justement un niveau de difficulté désirable, si on est trop bas, ben c'est plate, puis on n'apprend rien, puis Exact. la journée est extrêmement longue. Là, dans la zone de développement proximal, là, on est dans le sweet spot, entre guillemets, où qu'on apprend, on peut Exact. vraiment se développer, puis créer des liens, et un apprentissage profond et durable. Est-ce que... Exactement. Puis OK. aussi, quand on poursuit le spectre, au risque de me répéter, mais quand tu as un moment où est-ce qu'exemple, tu demandes c'est quoi les 5 critères de telle affaire, de telle maladie, tu demandes ça à l'étudiant alors que c'est plus niveau résident ou résidente, OK. mais là, tu n'as pas bien ciblé les besoins de ton apprenant, puis donc c'est Mm. normal que cette personne-là puisse être un peu stressée puis anxieuse puis avoir rien Mhm. retenir Mais parce que c'était pas ajusté. c'est vraiment un art, en fait, d'essayer de trouver c'est quoi les besoins de l'apprenant. Mais j'imagine que l'apprenant doit les communiquer ses besoins, mais si l'apprenant lui-même ou elle-même ne sait pas c'est quoi ses besoins, Moi, je on trouve que tourne. c'est vraiment un de mes défis Oui, en tant qu'enseignante, puis d'apprenante, c'est que tout le monde a leurs besoins un peu ressentis, qu'est-ce qu'ils ont l'impression ouais. d'avoir besoin, mais c'est pas toujours leurs vrais besoins, leurs besoins qui sont comme que nous, on identifie comme enseignants. Puis ensuite, de comme bien cibler, de savoir qu'est-ce qui est approprié au niveau, c'est vraiment un art. C'est Puis je trouve vraiment ça un art. vraiment pas facile. Puis c'est encore quelque chose que j'essaie de travailler pour essayer de... Puis le plus qu'on avance, le plus qu'on est loin d'être en début de formation. Donc on Mhm. se souvient plus exactement qu'est-ce qu'on est censé savoir en début versus plus tard. Donc c'est quelque chose que moi je travaille encore en tant qu'enseignante, là. Ouais. Puis en tant qu'apprenant aussi, des Exact. fois, c'est dur on sait pas ce qu'on sait pas. Fait Ouais. que quand on donne des objectifs nous-mêmes, ben, parfois on a l'impression qu'on est rendu plus loin ou moins loin peut-être. Fait qu'avoir un bon enseignant qui a vraiment
comme nous situer un peu où on devrait être, c'est super important. Puis je pense qu'en tant qu'apprenant, nous, c'est de rester dans une genre bonne position d'apprenant. Rester quand même avec une autocritique, être capable de savoir peut-être qu'on n'était pas rendu là, peut-être que justement, on voulait plus être comme dans nos pantoufles, puis Mhm. il faut un peu plus se challenger. Fait que ça aussi, c'est quand même difficile à cerner, là, même pour l'apprenant en tant que tel, Mais je oui, trouve. tout à fait. Puis, est-ce que il y a plusieurs approches d'enseignement? Tu sais, là, on en a parlé déjà un petit peu, là, des fois, on fait plus l'observation directe, des fois, on transmet vraiment de l'information. Il y a plein de modes, puis une diversité d'apprentissage. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus, Louis-Philippe? Mais oui, je peux glisser Oui. quelques mots. Puis d'ailleurs, tantôt, tu mentionnais, c'en était un, donc toute la zone de développement proximal ou Mhm. le niveau de difficulté Ouais. désirable qu'on doit bien cibler. Puis la deuxième chose, j'ajouterais aussi, suite à ce que Marie-Frédérique et Iliana ont mentionné, c'est que des fois, on veut fixer des objectifs, fait qu'on est un peu en andragogie. Mais tu sais, tantôt, quand je disais, ça se chevauche aussi l'andragogie et la Mhm. pédagogie. Fait que oui, avec nos apprenants, des fois plus juniors, ou même plus seniors, mais avec certains aspects, on va vouloir aussi vraiment nous-mêmes, de notre côté, cibler des besoins d'apprentissage et des objectifs. Prenons l'exemple d'un apprenant ou d'une apprenante qui sera en difficulté. Mais là, on bascule un peu plus vers le côté pédagogique, OK. puis d'encadrement. Puis, au niveau du programme, au niveau encore du Collège Royal, du côté des résidents, des résidentes, ben là aussi, il y a des objectifs très précis à connaître. Donc, ça, on ne peut pas s'en tirer. On voudrait bien tout fixer nos objectifs d'apprentissage ensemble, en collaboration puis en co-construction, mais il y a aussi des choses qui sont déjà bien ciblées. La deuxième chose, aussi, pour répondre à ta question au sujet des approches, il y a aussi ce qu'on appelle en anglais le spacing ou l'interleaving, ou en français, donc l'espacement. Euh, Au niveau de l'espacement, c'est de se dire, exemple, je montre un concept médical ou une maladie ou une pathologie en début de semaine et j'en reparle pas une heure après ou le lendemain. J'attends peut-être le jeudi ou le vendredi avant d'en reparler. Donc, je laisse vraiment du temps entre les deux moments où je parle de ce concept-là. Il y a le concept aussi de rappel, c'est-à-dire que je peux demander à mes étudiants, hey, lundi, on a parlé de quelque chose, est-ce que vous pourriez essayer de renommer les critères de cette maladie-là ou les OK. critères de diagnostic de cette maladie-là? Puis même s'ils ne l'ont pas, vraiment, de diminuer la pression, de dire c'est pas grave, mais je veux juste que vous essayez le plus possible de les retenir, puis même de les écrire à la limite. Donc, différents mécanismes, puis je ramène mon élément corps-esprit. L'autre élément aussi qu'on peut ajouter, c'est qu'on n'a pas de style d'apprentissage, hein. Les gens, on pense que de relire 10 fois un chapitre de livre au sujet d'une maladie ou de relire nos notes personnelles, de surligner à surligner sans arrêt, puis là, nos calinotes sont rendues toutes jaunes. Mais C'est- maintenant, il y a plein de couleurs, hein. Et maintenant, il y a Tu vas plein de couleurs. OK, fait que pastel, t'as un code de couleur. Parce que je sais pas c'est pour juste vous, moi qui a juste le mais marqueur jaune. ouais, Mais au fond, l'idée, c'est justement, mais tu sais, tu le mentionnes bien, là, peu importe les ouais. couleurs, le but, c'est de se dire, même si je relis 10 fois, Mmh. le plus important, c'est de combiner de la lecture. Ah oui, peut-être un peu de surlignage, puis un peu de relecture, mais aussi de transcrire sur papier ce que je veux retenir, de discuter aussi avec des collègues, d'où le fait que des fois, on fait on se quiz entre nous, on se Mmh. questionne entre nous avant un examen. On sait aussi que peu importe la discipline des sciences de la santé, il y a des banques d'examens et de pratiques qui existent, qui sont institutionnalisées, là, donc qui permettent de bien se pratiquer avant les examens. Mais ces banques-là de questions qui permettent de se pratiquer avant les examens, puis qui sont offertes, je prends l'exemple avant l'examen de licence médicale canadienne du Canada QBank, qui est une banque bien connue, un site web auquel on peut s'inscrire. Ben, le fait de se pratiquer pour faire des questions, en fait, ça revient à l'élément de rappel Mmh. pour aider l'apprentissage. Donc, on revient sur des notions. Puis, l'idée, comme je le répète, c'est qu'on n'a pas de style propre, fait qu'on n'est pas dire, moi, quand je relis 10 fois, c'est vraiment ma meilleure façon, ou j'écoute des vidéos, c'est ma meilleure façon. Le OK. but, même chose à l'étage, c'est de multiplier ce genre de modalités-là. C'est la meilleure façon d'apprendre. Puis j'ai l'impression qu'on a vraiment plusieurs différentes façons d'apprendre quand on est dans la structure Tout à de fait. notre journée à l'hôpital. Puis c'est ça qui rend ça super pédagogique. Puis des fois, on a l'impression, ah, j'ai pas eu d'enseignement aujourd'hui. Mais en fait, quand on regarde notre journée, ben en fait, on a discuté de différents cas. Le patron avec qui on était nous a posé des questions pour essayer de nous aider à nous rappeler de différents critères Mmh. diagnostiques. On a pris un 10 minutes pour faire un peu d'éducation plus didactique. J'ai eu de la rétroaction sur comment j'ai parlé à une famille, comment j'ai écrit ma note. Puis, fait qu'à la fin de la journée, on a utilisé plusieurs Tout différentes à fait. modalités. Puis après ça, comme Louis-Philippe nous dit, ben, le jeudi, on repart d'un concept qu'on a vu. Mmh. Donc, des fois, on a l'impression que on n'a pas eu autant d'enseignements qu'on a eu finalement. Fait que c'est comme le fun de revoir un peu les différentes modalités puis d'y penser. Exact. Puis le fait qu'on est un grand groupe, en fait,
t'apprends avec les cas des autres aussi. C'est ça Mhm. qui est le fun. Puis juste par un peu, je sais pas si je peux dire osmose, là, juste nous, là, toute l'équipe de pharmacie, on apprend énormément à tous les jours avec vous. Puis je trouve que c'est vraiment un bel échange qu'on fait. Justement, des fois, on se pose des questions plus pharmacie, médecine et tout. Je trouve que c'est vraiment un bel environnement là, pour apprendre. Puis comme tu dis, même si on n'a pas eu tout le temps eu le temps de faire la capsule formelle de 20 minutes avec le crayon qui s'efface au tableau blanc, mais on a quand même réussi là, à transmettre des connaissances. Là. Mm. Mm. Comme c'est intéressant ce que tu disais, Liana, parce que aussi, c'est quand même assez bien démontré dans la littérature que, surtout avec les apprenants plus juniors, OK, disons, des fois, on va se faire dire Ah, il me semble que j'ai pas eu tant d'enseignement au cours de la semaine. Avec les apprenants plus juniors, c'est bien démontré qu'il faut le mentionner. OK, là, je vais vous faire de l'enseignement. Fait qu'il Ah faut un peu ouais? plus montrer nos couleurs, être un peu plus explicite. OK. Alors que tu le devines, Émilie, tu sais, avec les apprenants plus seniors, ben, comme Yana et Marie-Frédéric, quand on fait un peu de l'enseignement au chevet très informel, ben, ils savent qu'ils sont en train, par osmose, comme tu dis, d'apprendre. Mais donc, c'est bien démontré là aussi que si on souhaite vraiment avoir une forme de reconnaissance par rapport à tout l'effort qu'on met sur l'éducation à l'étage, sur les unités de soins, ben, c'est bon aussi parfois de le nommer. OK, là, on s'arrête 2 secondes, je vais vous faire de l'enseignement sur la pneumonie, même si on est au chevet d'un patient. Donc, c'est bon des fois de nommer ce qu'on fait, OK. puis ça va vraiment favoriser pour les apprenants d'identifier les moments d'enseignement au cours de la semaine. Très intéressant. Mm. Puis aussi peut-être de les mettre en posture d'apprentissage, de se rappeler que maintenant il faut que j'écoute, de sonner une petite cloche. Absolument, oui. Ah, Mais tout ça, j'imagine que c'est justement, on décrit quand même un beau milieu d'apprentissage, mais il faut se sentir en sécurité pour apprendre aussi. Parce que tu en as parlé un peu tantôt là, de se faire mettre on the spot devant un parent. Euh, de un, peut-être que tu vas pas donner la performance entre guillemets que tu aurais aimé donner. Mais je sais pas si ça rejoint un peu le côté de environnement sécuritaire pour apprendre. Mais voilà, j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu plus là, je sais Ben, pas comment oui, non, l'amener un peu puis mieux, là. non, mais c'est un bon point, Émilie, Ouais. c'est vrai, puis c'est un peu le thème de recherche dont je te Mhm. parlais, qui est la sécurité psychologique. Si tu permets aussi, j'aimerais ça peut-être relancer nos collègues avec une Ben, question. vas-y, Puis absolument. avant de définir la sécurité OK. psychologique, je suis sûr que Liana et Marie-Frédéric pourraient la définir aussi un peu spontanément, mais je ne sais pas si vous aviez, nos deux chères résidentes, un exemple de patron ou de patronne que, avec des. Puis, si vous pouvez me nommer ces caractéristiques-là de cette patronne ou de ce patron-là, qui est un patron ou une patronne, comment dire, Fictif. fictif, exactement, merci, que vous appelez la nuit sans aucune hésitation. ah, Ah, évidemment. ah oui. Ah Hein? ouais. OK. Comment vous pourriez décrire cette personne-là? Euh, ben, honnêtement, c'est une personne qui est... Ben, tu sais, on leur donne toujours leurs 5 minutes pour se réveiller. Là. On comprend qu'à 3 heures du matin, C'est pas plaisant. c'est pas plaisant. C'est même c'est un peu bête, le premier 2 minutes qu'on se parle, c'est vraiment correct, mais juste initialement qui accueille nos questions, qu'on a l'impression, avec qui on peut avoir un échange, une discussion, que au final, nous, tout ce qu'on veut, c'est que nos patients soient en sécurité. Puis quand on appelle, puis on a un réel questionnement, ben, on veut que la personne qui reçoit notre appel, ben, on ressent qu'ils ont le même objectif que nous. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est que quand j'appelle, c'est parce que j'ai une question, je veux m'assurer que ma conduite, elle est sécuritaire. Quand quelqu'un reçoit l'appel puis ils disent elle a appelé parce qu'elle est inquiète de la sécurité du patient, on peut avoir un échange, c'est respectueux. Je suis valorisée comme apprenante qui est là à 3 heures du Mhm. matin. Tout ça, ça rend ça plus plaisant versus ben débrouille-toi, tu devrais savoir quoi faire. Qui a déjà été le cas d'un appel que j'ai reçu. Encore une fois, à 3 heures du matin, c'est pas toujours facile de recevoir un appel, on s'entend, mais je me suis déjà fait dire, mais là, j'espère que tu sais comment traiter ça. Puis Ouais. raccrocher. Puis ça, c'est vraiment, ça donne beaucoup d'excitation en tant qu'apprenant de comme poser tes questions. Est-ce que je suis censée savoir ça? Est-ce que, parce que je me questionne, est-ce que je suis à mon niveau? Est-ce que tu sais, il y a plein de questionnements qui viennent avec ça qui rend ça moins plaisant. Ouais. Je pense que tu as raison, tu sais, comme tu as nommé le mot inquiétude. Puis je pense que je suis d'accord quand on est la nuit, surtout qu'on appelle un patron, habituellement, c'est pas quelque chose qu'on se dit ça peut attendre au matin. Mhm. Puis on le sait quand on appelle le patron que peut-être qu'aux yeux du patron, qui est un autre niveau que nous, évidemment, c'est peut-être quelque chose qui pour lui aurait pu attendre au matin, mais c'est quelqu'un qui est capable de comprendre qu'à ce moment-là, on est inquiet, puis surtout un peu de se mettre à notre place d'un certain côté, de se rappeler quand il était R3, R4, ben peut-être qu'en effet, c'est quelque chose qui l'inquiétait. C'est quelque chose qu'il n'avait pas vu souvent nécessairement. Puis d'être capable de nous expliquer, parce que quand on a quand même une rétroaction, on appelle Mhm. toujours avec un plan. Puis c'est sûr que nous, avant, on n'appelle pas ça en fait de recherche la tête en l'air comme ça. Fait que c'est sûr qu'on s'est fait un plan, mais c'est un patron qui a de revoir notre plan comme il faut avec nous, puis de nous expliquer ce qu'on aurait fait de bien, ce qu'on aurait manqué, sans juste comme nous lancer justement
une réponse puis nous dire que c'est comme ça, c'est la nuit, on fait ça comme ça. Mhm. C'est sûr qu'encore une fois, à 3 heures du matin, fait qu'on reste concis un peu, là. On va pas un peu partout, mais reste quelqu'un c'est qui nous met en sécurité, qui comprend nos inquiétudes, puis qui va nous faire une rétroaction sans, pas seulement négative, mais vraiment dans la compréhension de qu'est-ce qu'on comprend pas. Une rétroaction constructive. Est-ce que Ouais. Marie-Frédérique t'a déjà pas appelé un patron parce que t'avais peur ou que ce soit? Non, moi, je suis un Ok. peu du Moi aussi. côté Ok. peureuse parfois. Fait Mm. que je pense que je trouve qu'on est vraiment avec une belle équipe. Quand on est junior, on a des super bons seniors avec nous aussi. Fait que souvent, il y a des ressources. Fait qu'avant qu'on appelle un patron la nuit, ça peut prendre quand même du temps parce qu'on a vraiment des belles ressources. On peut appeler d'autres personnes. On a les soins intensifs qu'on peut appeler. Fait que, mais par exemple, fait qu'en pédiatrie, ça m'est moins arrivé tout court d'appeler un patron, mais par exemple, pour soins intensifs. Ça arrive beaucoup plus souvent de réveiller le fellow, de réveiller le patron. Puis je pense que, puis oui, des fois, on a un stress. Quand on est R1, exemple, en néonatologie, puis il n'y a pas de fellow, puis là, on est toute seule avec le patron, qu'on connaît pas tout le temps super bien non plus. Fait que c'est sûr que là, il y a comme un gros stress d'après le patron, mais je pense que c'est important de passer par-dessus ça. Puis c'est-à-dire qu'à la fin, important, mais c'est la sécurité du Tout patient. à fait. Fait que même si des fois, oui, la réponse va être un peu plus bête, un peu plus sec, ce sera peut-être pas tout le temps, comme on dit, un enseignement qui est sécuritaire à 3 heures du matin, mais reste que la finalité, c'est la sécurité du patient. Fait que je pense qu'il faut quand même, en cas de doute, on n'a pas le choix, même Ouais. si, ouais. Puis j'allais dire aussi, je trouvais ça plus difficile en tant que junior d'établir, est-ce que mon inquiétude, elle est valable? Est-ce que c'est juste moi? Maintenant, je sais qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais pas, c'est où ma limite. C'est Mhm. plus facile pour moi de demander de l'aide. J'ai toujours demandé de l'aide quand j'en avais besoin, mais avant, je me sentais moins certaine des moments où j'allais appeler, est-ce que c'était approprié ou non. Maintenant, si je me pose la question, est-ce que je devrais appeler? Ben, souvent, la Mais réponse, je trouve c'est ça oui. intéressant que tu le nommes justement, que maintenant tu as plus confiance en toi puis tu connais un peu plus tes limites. Oui. Fait que c'est intéressant. Ben, en fait, je trouve ça fascinant, Émilie, parce qu'au fond, ils ont vraiment Ils ont bien vraiment dit. décrit, puis pour le dire de façon vraiment transparente, on s'est pas briefé avant, on s'en est pas parlé. Là, En fait, tout est improvisé en ce moment. Exactement, c'est ça, puis c'est vraiment sincère. Mais je mets tout ça ensemble, mais bien que tout a été super bien dit, la sécurité psychologique, ça vient du milieu de la gestion. Ça a d'ailleurs été développé surtout par la professeure Amy Edmondson, qui est une professeure de gestion à la Harvard Business School, qui développe ça depuis le début des années 90, donc ça a presque 40 ans. Puis la définition formelle, c'est de dire, dans un environnement où est-ce qu'il y a un niveau de sécurité psychologique élevé, c'est que les individus vont venir prendre des décisions, poser des questions, demander de l'aide, toutes des choses qui ont été nommées par Marie-Frédérique puis par Liana. Et malgré qu'on prend la parole, donc on speak up, c'est vraiment ça qui est nommé dans la littérature, ben, on ne sent pas que ça va avoir un impact sur soi ou sur notre posture dans l'organisation. N'oublie pas, ça vient du milieu de la gestion. C'est quoi notre posture dans l'organisation? Mais c'est exemple, en tant que résident, je ramène les éléments sur le terrain de la médecine. Si en tant que résident, on souhaite évidemment se faire recruter, on souhaite avoir des bons résultats scolaires, des bons résultats académiques, on est quand même évalué dans nos stages, comme quand on était résident. Puis on souhaite progresser dans l'organisation, donc peut-être qu'on veut même un travail dans l'hôpital où est-ce qu'on est évalué en ce moment. T'sais. Donc pour ces raisons-là, un environnement où est-ce qu'il y a un haut niveau de sécurité psychologique, ben, on n'aura pas peur de notre progression dans cette organisation-là, de notre statut. On n'aura pas peur que les gens nous jugent, en fait, parce qu'on a posé telle question, parce qu'on a posé tel geste, parce qu'on a soulevé tel problème. Donc, cette liberté-là, cette ouverture-là à la critique, au fait de speak up, donc de parler, de dire tout ce qu'on pense, avec une certaine mesure, bien sûr, mais, et de poser des bonnes questions, si cet environnement favorise ces éléments-là, on a un haut niveau de Je sécurité comprends. psychologique. C'est prouvé, c'est super bien démontré par la littérature, d'abord en gestion, mais aussi dans les dernières années en médecine et dans d'autres disciplines de la santé comme les soins infirmiers, que ça favorise, lorsqu'il y a un haut niveau de sécurité psychologique, la sécurité des patients, la rétention du personnel, la déclaration d'erreur, toutes des choses qui sont super importantes dans un hôpital. Ça me fait penser justement, nous à la résidence, on a un nouveau mode d'évaluation depuis quelques années. Je pense que ma cohorte, on était la première année, puis c'est vraiment plus les degrés de supervision avec les APC. C'est quoi donc apprentissage par compétence, c'est ça? Ouais. Ouais. Puis, tu sais, c'est justement la supervision, observation directe, supervision directe, indirecte, intermittente, puis distante. Puis un des pièges qu'on voyait des fois, c'est on veut pas, quand on est rendu plus en supervision distante ou intermittente, de pas poser de questions du tout pour faire «Ah, moi, je suis autonome parce que, tu sais, je revérifie avec le patron juste après». Non, c'est justement, c'est bien si tu me poses des questions au moment où tu connais tes limites, puis là, tu le sens que c'est pour la sécurité du patient, c'est important de poser la question. Fait que je voulais juste rebondir sur ça, ça m'avait fait penser à ça,
Vous en avez parlé. Absolument. Puis des fois, Mm. ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que des fois, l'information, donc que ce soit le résultat d'une prise de sang, un élément à propos de la médication chez un patient ou une patiente, pour revenir à la pharmacie, ben, des fois, l'information est juste détenue par nos étudiants, notre externe, notre résidente. Donc, on veut que l'information revienne. Alors que si on a eu une mauvaise expérience, un peu comme ce que tu décrivais, Liana, ben à ce moment-là, après, quand ça va être vraiment important, quand il va vraiment avoir une situation Mm. critique, mais c'est prouvé des fois qu'il y a un plus long délai avant qu'on agisse, il y a un plus long délai avant qu'on se parle, il y a un plus long délai avant d'avoir l'information, parce qu'au fond, ça aussi c'est bien démontré dans la littérature, que nos premières expériences avec nos apprenants, ben ça façonne les expériences suivantes. Ce que je veux dire par là, c'est que si je reçois, mettons que je suis de garde pendant une semaine, puis je reçois un appel justement de nuit avec Liana, ben moi, je vais m'assurer d'y donner la meilleure expérience client possible. Des fois, c'est vrai peut-être que tu me réveilles. Oui. Des fois, c'est vrai peut-être que la question, je me dis, ah, peut-être qu'elle aurait pu prendre en charge ça jusqu'au bout à cause de son niveau. Mais par contre, jamais je vais répondre comme ça parce que je veux peut-être que dans les nuits suivantes ou plus tard dans la même nuit, mais être sûr qu'elle me rappelle si elle a d'autres questions. OK. Puis donc, au fond, moi, je m'assure toujours d'une ouverture d'esprit par rapport à ça, puis d'offrir, comme je le répète, la meilleure expérience client Ah, c'est possible super pour des raisons de sécurité psychologique. intéressant. Wow. Puis on l'a pas mentionné, puis là, je vois le temps qui passe, là, mais la rétroaction, ça fait partie de l'enseignement. Puis on n'est pas tous bien formés, peut-être comme cliniciens enseignants, à en faire de la bonne. J'imagine qu'on peut privilégier autant la rétroaction minute, tu sais, après avoir fait une activité ou quoi que ce soit, qu'une rétroaction vers la fin de la semaine, puis on fait un peu le topo sur les derniers jours. Oui, Euh, ben oui, là aussi, super intéressant. Je fais un peu le lien direct avec la sécurité psychologique, c'est un peu ça. c'est-à-dire qu'il y a tout un paradigme évaluatif dans toutes les disciplines des sciences de la santé, pas juste en médecine, c'est-à-dire on est comme constamment évalué. Hein. Puis tu parlais un peu de tout l'apprentissage par conception qui est la norme maintenant, puis donc le développement des compétences. On est comme toujours évalué, fait qu'il faut apprendre un peu à vivre avec ça, puis d'essayer de changer un peu notre état d'esprit pour essayer comme d'apprécier cette évaluation-là, puis essayer d'être dans un sentiment de sécurité psychologique malgré qu'on soit toujours en train d'être évalué. Fait que ça, c'est un équilibre qui est difficile. Puis qui dit évaluation dit rétroaction. Puis effectivement, des fois, la meilleure façon, c'est juste de vraiment de le mettre dans un contexte d'apprentissage. Fait que t'es pas évalué parce que je veux te faire couler. Tu sais, c'est pas ça un peu la posture, mais c'est de dire je t'évalue ou je fais de l'observation directe ou indirecte parce que mon but, c'est vraiment que tu deviennes un meilleur travailleur de la santé, tu sais, pour les patients. Fait que essaye d'être vraiment constructif à ce niveau-là. Deux exemples concrets que je peux donner. Le premier, c'est que des fois, quand une personne, mettons, me ramène un concept, un étudiant par exemple, puis que la personne a vraiment tort, ben, je ne vais pas dire, mettons, hey, c'est pas exact, je comprends pas pourquoi tu sais ça, que tu sais pas ça. Ce que je vais essayer de dire, c'est écoute, c'est pas exactement ça, mais je comprends ton raisonnement. Je vais même essayer de comprendre pourquoi l'étudiant ou l'étudiante est venu me dire ça, même si la réponse n'a pas rapport. Mhm. Des fois, ça arrive, mais je vais essayer de comprendre c'est quoi son raisonnement pour essayer de le vulgariser. Puis là, de partir de là, puis de dire, je comprends ton raisonnement, mais c'est plutôt ça c'est plutôt à ça que tu aurais dû penser pour telle maladie ou tel patient. Donc, j'essaie de reformuler un peu pour essayer de refaire le cheminement cognitif avec lui ou avec elle. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, plus proche de la rétroaction, ben, là, on est loin des années antérieures où est-ce qu'on parle de la rétroaction sandwich, par exemple. Alors, un bon commentaire, un mauvais commentaire, puis un moins Peut bon sortir commentaire. juste qu'est-ce que tu as au centre du sandwich. Exactement. Fait au fond, Ouais. de façon vraiment sincère, moi, lorsque ça va bien, ben, ça va bien, puis il faut le nommer. Mais lorsque ça va moins bien, puis il y a des choses à améliorer, comme je le répète, j'essaie vraiment de l'inscrire dans un processus d'apprentissage, puis de dire, hey, cette semaine, voici les éléments qui auraient pu vraiment être mieux, puis voici comment, maintenant je suis en mode solution, voici comment on peut s'aider, puis je reste disponible pour toi pour pouvoir t'aider à progresser à ce niveau-là. Puis ça aussi, c'est bien démontré dans la littérature très récente que les étudiants, les apprenants, ils n'ont pas peur d'être évalués puis d'échouer. Parce qu'échouer, ça arrive. Puis de plus en plus, on arrive à l'intégrer dans un processus d'apprentissage. Ce dont ils ont peur, c'est d'être jugés. Fait qu'au fond, on ne veut pas échouer pour après ça se faire dire, oui, je me souviens, tu avais échoué ton stage, ça s'est pas bien passé. On a surtout peur d'être jugé comme apprenant. Donc au fond, le but, c'est juste de dire, je te fais quand même 100% confiance, mais maintenant, la prochaine fois qu'on va se croiser en stage, ben, on travaillera sur ces éléments-là. Fait qu'en somme, d'être vraiment dans une trajectoire d'apprentissage, c'est ça qui permet de diminuer cette pression-là sur l'évaluation. C'est tellement intéressant la sécurité psychologique dans des milieux d'apprentissage. Je pense que je pourrais t'écouter encore des heures et des heures et des heures, mais il va falloir conclure l'épisode à ce point-ci. Je retiens quand même là, que l'apprentissage, c'est extrêmement complexe. Il y a plein de méthodes pour que l'apprentissage soit plus profond et permanent. On veut un peu apprendre de diverses façons. Puis il n'y a pas, comme tu as dit, Louis-Philippe, il n'y a pas un style ou une personne qui a
une manière d'apprendre. Je pense que c'est le fun aussi, tous les milieux cliniques où on peut s'exposer puis vraiment faire des liens entre la théorie, la pratique. Donc, c'est une séance très, très intéressante. J'ai un grand intérêt, hein? Petit disclaimer, conflit d'intérêt, j'ai une passion pour la pédagogie. Donc, peut-être qu'il va y avoir d'autres épisodes sur ce sujet-là à venir sur le balado. Donc, merci beaucoup pour votre écoute, tout le monde, et merci d'avoir participé. On va mettre en référence quelques articles super intéressants qu'on a nommés. Merci. Toulou!